Donc, aujourd'hui, on accueille Alizée Gagnon, qui va nous parler de graphes réussis. Oui. Merci. Donc, j'avais prévu commencer par une petite introduction au graphe. Je ne sais pas si c'est nécessaire, vu que... Est-ce qu'il y en a qui veulent que je fasse juste résumer? OK. C'est vrai que je suis filmée, donc on va faire... on va y aller au complet. Donc, un graphe... où est-ce que j'ai écrit? J'ai écrit ici. Un graphe, c'est un couple. Un couple qu'on appelle souvent VE. Et puis V, c'est un ensemble de sommets. Tandis que E, c'est un ensemble d'arêtes. Donc ça va. Je vais utiliser les isomorphismes aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que c'est un isomorphisme dans un graphe? Bien, si on a deux graphes G et H, je vais avoir G, petit g de V de G vers V de H. Donc, la fonction d'un ensemble de sommets à l'autre, c'est un isomorphisme seulement si c'est bijectif. Et puis, si quand on a UV qui est dans l'ensemble des arêtes de G, alors ça implique dans les deux sens que G de U, G de V est dans les arêtes de H. Est-ce que ça va pour tout le monde? OK. Je vais aussi utiliser le concept de composante connexe. Donc, pour avoir une composante connexe, il faut savoir c'est quoi la distance entre deux sommets dans un graphe. Donc, distance entre deux sommets, c'est le nombre minimal d'arêtes que tu dois traverser pour te rendre d'un sommet à un autre. Puis, on va noter la distance, c'est D de UV, mettons, la distance entre UV. Puis ensuite, si on a besoin d'une composante connexe, si on veut une composante connexe, ça va être un ensemble maximal de sommets, tel que tous les sommets sont connectés entre eux. Donc, on va dire que U, le sous-ensemble de V, est une composante connexe. Si pour tout UV dans U, la distance entre U et V est plus petite que l'infini, et U est maximale. Donc, par exemple, si on pourrait construire une composante connexe autour du sommet U, puis prendre tous les sommets qui ont une distance plus petite que l'infini avec U, puis ça nous ferait une composante connexe. Puis spécifiquement, moi, pour ma présentation, j'aurais besoin de parler de... j'ai partitionné un graphe en toutes ses composantes connexes. Puis donc, j'aurai besoin d'un ensemble des composantes connexes du graphe. Puis vu que c'est une partition, je vais l'appeler part, ou en tout cas, PART. Donc, PART de G, c'est l'ensemble des composantes connexes de G. Donc, l'ensemble des sous-ensembles de sommets, tels que ces sous-ensembles-là sont des composantes connexes. Puis, je vais avoir besoin aussi... je vais prendre des sous-ensembles du graphe, puis je vais avoir besoin de toutes les composantes connexes qui intersectent ce sous-ensemble-là. Donc, pour un sous-ensemble H des sommets, je vais avoir besoin de part GH. Et ça, c'est l'ensemble des composantes connexes qui intersectent H. Oui. Donc, ça, est-ce que ça va pour la notation
Maintenant, on va rentrer plus dans le sujet. Donc, les graphes récursifs, bon, c'est pas un sujet qui va changer votre vie peut-être, là, ça va peut-être pas changer toute votre compréhension des mathématiques aujourd'hui, mais je pense que c'est intéressant. Donc, oh! Bonjour. Et puis, c'est ça. Donc, si vous avez lu l'abstract, un graphe récursif, c'est un graphe qui se contient lui-même. Et puis, plus spécifiquement, c'est un graphe qui est un de ces sous-graphes induits. Donc, quand un sous-graphe est induit, ça veut dire que on prend un sous-ensemble de sommets, puis on prend toutes les arêtes qui étaient dans le plus grand graphe. Puis, c'est vraiment ça que je veux dire quand je dis qu'il se contient lui-même. Donc, on pourrait essayer de trouver des exemples avant de passer dans les définitions puis la notation pour ces graphes-là. Donc, si je vous dis un graphe qui se contient lui-même strictement, est-ce que vous avez des exemples qui vous viennent en tête? Ouais? Un arbre infini. Un arbre binaire infini. Un arbre binaire infini, ouais. Donc, si j'ai ça, puis là j'ai ça, puis là ça continue à l'infini, ben on voit que si je prends juste une des branches, bon, là ça continue, si je prends juste une des branches, elle est identique à l'arbre au complet. Ouais? Le graphe vide. Le graphe vide? Oui, vide, mais il faut qu'il y ait des sommets dedans. Parce que je prends le sous-graphe strictement... Ça marche pas par vacuité. Non. Donc, on peut dire, mettons, G1 qui serait égal à un graphe avec une infinité de sommets, mais aucune arête. Ça, c'est un graphe récursif. Ouais. Sinon, un graphe complet avec... Le graphe complet aussi. Donc, G2 qui serait, mettons, encore infinité de sommets, puis ensuite tous les couples qui est possible de faire dedans. Donc, toutes les arêtes possibles. On peut juste lier genre un point puis celui devant, celui derrière dans la droite naturelle. Oui, donc quelque chose qui ressemble au naturel. Donc, avoir une droite comme ça, puis là, avoir 1, 2, 3, 4, puis là, ça continue à l'infini. Ça, c'est effectivement récursif, parce qu'on peut enlever ça, puis maintenant faire une bijection qui map n à n plus 3, par exemple. Puis ça, en fait, en graphe, on appelle ça un rayon. Donc, un rayon, un chemin qui continue vers l'infini. Il y a d'autres exemples. Par exemple, moi l'exemple que j'aime le plus, c'est... il est complètement différent de ces exemples-là. Donc, on pourrait avoir une affaire comme ça. Donc, c'est des chemins qui sont disjoints. Chaque chemin est de taille différente. Et puis là, on va en avoir à l'infini. Puis maintenant, si on enlève un des sommets aux extrémités de chacun de ces petits chemins-là, on retrouve le même graphe. Et puis, est-ce que c'est assez d'exemples? Je pense que oui. Donc, en fait, c'est quasiment plus difficile de trouver un graphe infini qui n'est pas récursif qu'un graphe qui est récursif. Donc, trouver un graphe pas récursif, y a-t-il des exemples? Est-ce que vous... Tu prends un cercle et tu fais tous les points genre sur le cercle. Tous les points sur le cercle. Oui, ben ça, c'est un bon exemple, en fait, mais je sais pas, c'est pas très clair que... Ouais, tu fais comment? C'est pas rationnel. C'est pas très clair, mais... En fait, si on prend un graphe où est-ce que... un graphe qui est régulier, où est-ce que tous les sommets ont le même nombre de voisins, alors ça peut... pas les entiers, si on prend les entiers, en fait, ouais, si on prend les entiers, pas naturels nécessairement. Donc, si je prends un double rayon, donc qui continue par là à l'infini, puis par là à l'infini, si j'enlève n'importe quel sommet, je me retrouve avec... ben ici, tous les sommets sont de degré 2, tous les sommets ont 2 voisins. Mais si j'en enlève un, maintenant, tu vas avoir au moins un sommet qui a un voisin. Donc, celui-là n'est pas récursif.
Puis, OK. Ah, un autre qu'on n'a pas dit aussi qui est récursif, ça peut être l'étoile avec une infinité de branches. OK. Là, on va parler de notation un peu plus rigoureuse. Donc, je vais avoir besoin... OK. Je vais avoir besoin de mon ensemble isogé de H. Ah, je vais dire c'est quoi H avant. Donc, si on a un H qui est un sous-ensemble de V, puis là, je reviens à mon graphe GVE, OK? Donc, ça va toujours être le graphe G qu'on va regarder. Donc, si j'ai H sous-ensemble de V, on va prendre isogé de H qui est égal à... C'est l'ensemble des fonctions de G vers G moins H. Puis l'ensemble des fonctions de G moins G moins H qui sont des isomorphismes. Puis avec ça, on voit la notion d'un ensemble de sommets qu'on peut enlever du graphe pour qu'il reste pareil. Puis pour chaque graphe, on va avoir l'ensemble des sous-ensembles de sommets qu'on peut enlever. Donc, on va appeler ça rem de G pour removable. Donc, en fait, ça a tout été fait en anglais pour l'instant, la théorie sur ça. Donc, on traduit un peu au fur et à mesure, mais bon. Rem de G, ça reste. Donc, rem de G, c'est l'ensemble des sous-ensembles. Puis là, si on veut dire qu'ils sont enlevables, on va simplement dire que isogé de H est pas vide. Puis là, ensuite, on arrive à G est récursif si et seulement si rem de G est pas vide. Donc ça, c'est la définition la plus simple qu'on a trouvée. Puis là, maintenant, moi, ce que j'ai commencé à travailler cet été, c'est un théorème qui classifie un peu les graphes récursifs, qui regarde quand tu as des graphes récursifs qui sont pas connexes, à quoi ils peuvent ressembler. Donc, je vais l'appeler théorème sans numéro parce que, ben, je sais pas, mettons 0.1 dans mon LaTeX. Bon. Donc, théorème 0.1, on va dire soit G, et puis soit H qui est enlevable dans G. Et là, on va dire une de ces affirmations est vraie. OK? Donc, il y a 3 choses qui sont possibles pour le graphe. Donc, première chose, c'est qu'il existe une composante connexe dans G. Telle que cette composante connexe-là est récursive. Ben, en fait, c'est plus le graphe induit par P est récursif. Donc, ouais. Donc, il y a une composante connexe qui elle-même est récursive. Donc, pour tous les graphes qui sont connexes eux-mêmes, ce cas-là est vrai. Par exemple, l'arbre ici binaire est connexe. Il possède juste une composante connexe. Nécessairement, elle est récursive. Donc, c'est un peu trivial. La deuxième, ça va être un peu le contraire. Il va exister une composante connexe qui va être enlevable. Donc, par exemple, dans ce graphe-là, avec aucune arête, en fait, chaque composante connexe comprend juste un sommet.
nécessairement, si tu veux enlever quelque chose, tu peux enlever juste un sommet de ça, ça va rester la même chose. Donc, pour ce graphe-là, c'est la condition 2 qui est vraie. Puis la condition 3, un peu plus compliquée, il existe un sous-ensemble de composantes connexes qui est de taille infinie. Et puis, il existe une fonction, un isomorphisme tel que, avec un S seulement, tel que pour toutes les composantes connexes de Q, notre sous-ensemble enlevable ici intersecte la composante connexe. Donc l'intersection entre les deux n'est pas vide. Et puis notre composante intersecte aussi G de la composante connexe. G du sous-ensemble enlevable. Donc, oui. On suppose bien que H n'est pas vide. Oui. En fait, ça devrait être écrit ici. H est non trivial. Mais j'avais oublié. Donc, non trivial, ça veut dire H n'est pas égal à V au complet, puis H n'est pas vide non plus. OK. Donc, la troisième condition, qu'est-ce qu'elle veut dire, en fait? En fait, la troisième condition est utile pour des graphes comme celui-là, ici. Donc, dans ce graphe-là, si on prend un ensemble enlevable, si on prend notre H, ça va être par exemple ça. Puis, on va pouvoir trouver une fonction G, un isomorphisme G qui va mapper chacune des composantes connexes à la prochaine. Donc, par exemple, ça va être comme ça. Mais ça mappe chacune composante à la prochaine sans H. Et puis donc, on voit que ça répond à la condition 3. Si on prend toutes les composantes connexes à partir de la deuxième ici, puis avec toutes celles qui continuent, alors on a un ensemble d'une infinité de composantes connexes, puis elles vont toutes intersecter notre ensemble H, et puis elles vont aussi toutes intersecter f de H, parce que f de H, c'est les triangles que je mets ici. Donc, ça va pour ça? Oui. Là, je peux vous parler un peu de la preuve que j'ai faite. Donc, elle est vraiment, vraiment longue. Mais ce que j'ai fait, c'est un peu comme un arbre de décision qui permet que si tu as un graphe récursif, tu peux suivre l'arbre de décision puis savoir il appartient à quelle des catégories. Sauf que les catégories que j'ai écrites ici, elles sont... elles peuvent être présentes en même temps. Mais c'est utile de... En fait, ma preuve que j'ai faite va les placer dans une des cases, mais elle ne va pas dire qu'elle appartient juste à cette classe-là. Donc... OK. Donc, preuve ici. On va dire soit F un isomorphisme de G vers G moins H. Puis H est enlevable. Puis donc ça veut dire, ouais c'est ça, F est de G vers G moins H. Là, la première chose qu'on va se demander, c'est est-ce que pour toutes les composantes connexes qui intersectent H, donc ça c'est la définition que j'avais mis au début. Donc pour toutes les composantes qui intersectent H, il existe un nombre tel que un nombre et une autre composante connexe.
tel que f à la n de P est un sous-ensemble de R. Donc, on se pose cette petite question-là. Et puis, en fait, si c'est faux, si c'est non, alors on est dans le cas 2. Donc, ça, c'est parce que si ça, c'est faux, alors on prend la contraposée, ça veut dire qu'il existe une composante connexe que peu importe le nombre de fois que tu appliques l'isomorphisme n, tu ne vas jamais te retrouver à l'intérieur d'une autre composante connexe qui intersecte H. Donc, en fait, ça veut dire que cette composante connexe-là, on pourrait l'enlever et puis le graphe va rester pareil. Donc, tout ce qui... tous les endroits où est-ce que cette composante connexe-là map, ils sont encore intacts quand la composante connexe est mappée dessus parce qu'ils n'ont pas intersecté H. Donc, en fait, P apparaît, si ça c'est faux, alors P apparaît une infinité de fois dans le graphe, puis le cas 2 est vrai. Donc, ça c'est un peu le gros de la preuve. Prend un peu plus de temps à dire. Mais bon, chaque flèche, ça va être une espèce de preuve d'un paragraphe. Puis ici, si ça c'est vrai, par contre, on a encore beaucoup de problèmes. Donc, si ça c'est vrai, alors on va définir une fonction H donc H, ça va des composantes qui intersectent H vers N. En fait, si pour toute composante, il existe un N qui mappe vers un certain R, on va prendre H de P, ça va être le N minimal pour aller vers une autre composante connexe qui intersecte H. Donc, on va avoir que f de h de P, ça va être dans un certain R qui est qui intersecte H. Puis, en fait, je ne sais pas si j'avais besoin de dire ça. Je l'utilise dans ma preuve, mais je pense pas que je l'utilise dans mon arbre. Donc, je suis désolée. Je suis désolée de me faire subir cette écriture-là. Donc, la prochaine question qu'on va se poser dans l'arbre, ça va être est-ce que H intersecte une infinité de composantes connexes ou non? Donc, est-ce que la taille de part GH est égale à un nombre naturel? Puis, si oui, en fait, ça voudrait dire qu'on a un certain nombre fini de composantes connexes. Puis chacune map vers une autre, mais il y en a un nombre fini. Donc, si vous avez fait algèbre, vous voyez bien qu'il y a un cycle à quelque part. Puis, à cause qu'on a ce cycle-là, donc éventuellement, il y a une composante connexe là-dedans qui va mapper vers elle-même. Donc, on va avoir la condition 1 qui va être vraie. Donc, si c'est vrai, alors on a 1. Donc ça, c'est assez simple. Mais si c'est faux, ça se peut qu'on ait 1 quand même. Donc, ça se peut qu'il y ait une infinité de composantes connexes qui intersectent H, mais que ça soit plein de petits cycles, donc une infinité de petits cycles. Donc, on se garde la possibilité qu'il existe une composante connexe et un certain n, tel que simplement la composante connexe est incluse dans f à la n de elle-même. Donc, si ça c'est vrai, on a encore 1. OK. Après ça, on n'a pas encore fini. Il y a une autre question à se poser. Donc ici, on se demande carrément s'il y a un P qui est récursif, tout simplement. Mais ici, on va se demander, est-ce qu'il existe une composante connexe
qui... Rendu là, on se demande si on est dans le cas 3. Mais ça se peut qu'il existe une composante connexe qui ne comprend pas H au complet, donc qui n'est pas incluse au complet dans H, et puis qu'il existe... Puis que pour toutes les autres composantes connexes qui intersectent H, alors c'est pas mappé vers P. Donc, pour toutes les autres composantes connexes, là, je vais utiliser mon petit H ici. F à la H de R n'est pas inclus dans P. Est-ce que vous comprenez celle-là? Je peux vous donner un exemple. Donc, ça veut dire, mettons qu'on a notre truc de tantôt avec les chemins de plus en plus longs. Mais il n'y a pas de petit premier ici, tout seul. Puis qu'on aurait une infinité de bords, de chemins avec deux sommets ici. Donc, on pourrait faire une fonction comme ça. On pourrait avoir H ici. Mais on aurait quand même le cas 2. Donc, si ça c'est vrai, on a le cas 2. Est-ce que vous comprenez? Oui? Mais on a aussi le cas 3, mais c'est plus facile de prouver le cas 2, donc voilà. Mais si c'est faux, on a finalement le cas 3. Et puis ça, c'est parce que on peut montrer ici, avec toutes ces conditions-là, remplissent du bon bord, on peut montrer que pour toutes les composantes connexes qui intersectent H, alors elles mappent vers une autre composante, elles peuvent mapper vers une autre composante connexe qui intersecte H, et elles ont aussi une composante connexe qui intersecte H qui mappe vers eux-mêmes. Donc, on remplit le cas 3. Est-ce qu'il y a des questions pour ça, ou est-ce que vous voulez que je parle un peu plus de comment j'ai fait mes preuves? Comme tu veux. Comme je veux, ouais, ben je sais pas. Qu'est-ce que ça tente de faire? Il est quelle heure? 1 heure. Il Il est 1 heure? Bon. Je peux parler un peu de ce que j'ai fait. Donc, mais mon processus est assez simple pour prouver toutes ces affaires-là. C'est que, mettons que je veux prouver que le cas 1 est vrai, donc qu'il y a une composante connexe qui est récursive. Je vais créer la fonction qui va mapper P vers lui-même en prenant F, puis en y allant... je peux, mettons, pour 1, je peux composer F un certain nombre de fois. Par exemple, si j'ai ici P qui est inclus dans F à la n de P, je vais prendre F à la n, ça va être ma nouvelle fonction, puis je vais prouver que F à la n, c'est un isomorphisme qui est inclus dans iso P de... Ouf. Là, c'est un peu dur de trouver la... C'est comme F à la n de H, ici, mais composé... union avec comme F à la n-1 de H, etc. Donc, je trouve... c'est quoi la composition de toutes les H que j'enlève de P, puis je montre qu'il y a un isomorphisme. Puis c'est ça, c'est bien de la création d'isomorphisme par partie aussi. Donc, si je le montre pour... Bon. Oh my god, je vais manquer de... J'ai pas pris les bons tableaux, peut-être. Je sais pas. Il y en a un en arrière. Ouais, tu peux le pousser. Ouais, vous allez pas voir le truc, par contre. Tu vois? Tu peux aussi effacer un tableau. Oh non! Je peux... Tu peux passer le premier à gauche. Lequel? Lui le plus par là? Ouais, ok.
Vous allez vous souvenir c'est quoi un graphe? Je suis un peu perdu, c'est ça la définition d'un graphe? Un graphe, c'est un couple qui contient un ensemble de sommets et un ensemble d'arêtes. Tiens, je te l'écris ici, G égale VE. Voilà. Donc, qu'est-ce que je pourrais faire? Le plus simple, c'est la contraposée de ça. Donc, si il existe un P il existe un P tel que pour tous les N, donc f à la N de P n'est pas inclus dans quelque chose qui est qui intersecte H. Puis là, sachant ça, je veux montrer que ça implique que P est enlevable. Donc, je vais créer la fonction G qui est de G vers G moins P. Donc, petit g est de grand G vers G moins P. Et puis, pour montrer qu'est-ce que ça fait, petit g, je vais créer l'ensemble U qui va être... l'ensemble U, ça va être l'ensemble des sommets tels qu'il existe. Il existe un N tel que f de N... Attends, il existe un N nombre naturel puis un V qui est dans P tel que f à la N de U... Non, f à la N de V est égal à U. OK. Donc, qu'est-ce que c'est mon ensemble grand U? C'est l'ensemble des sommets tels qu'il y a des sommets dans P qui mappent vers ce sommet-là, éventuellement. Puis maintenant, mon G, ça va être, donc, G de U, ça va être égal à, je mets-tu le truc comme ça? Je peux, je sais plus. Ça va être égal à f de U si petit u est dans grand U, puis ça va être égal à U tout seul si petit u n'est pas dans grand U. Donc, avec ça, ça veut dire que tout ce qui est possiblement, mettons que si le cas 2 est vrai, on peut s'imaginer, ça va être, mettons, ce graphe-là. Imaginez que j'ai dessiné des sommets au bout. Puis, je vais en désigner un, ça va être P. Puis, je veux montrer que peu importe qu'est-ce qu'on avait avant, maintenant, je peux les mapper un à l'autre comme ça. Mais peut-être qu'avant, ça partait peut-être que le premier isomorphisme F que j'avais partait avant. Donc, qu'est-ce que je fais? C'est que tous ceux qui sont avant, je les fais mapper vers eux-mêmes dans le nouveau isomorphisme G. Puis maintenant, celui-là, je peux l'enlever. Il n'y a rien qui va aller dessus, mais il va toujours avoir quelque chose vers lequel il va aller. Est-ce que c'est légèrement clair? Un peu? OK. Puis maintenant, ça, il faut prouver que G est un isomorphisme. Puis ça, j'aimerais mieux pas le faire. Je l'ai fait, puis je vous assure que c'est vrai. Est-ce que ça vous va? OK, parce que prouver que quelque chose est un isomorphisme, c'est assez long. Il faut montrer que c'est bijectif. Puis c'est un peu évident dans ma tête, mais c'est peut-être pas évident sur papier. Et puis,
C'est ça. Donc, tous les isomorphismes que je crée, c'est des trucs par partie avec un certain f de u si u est dans u, des affaires de même. Donc, je peux vous passer à un autre truc sur les graphes récursifs, si vous voulez. Okay. Je vais effacer ça. Ou je vais le tasser, en fait. Ça va aller mieux. Puis... Ah non, je pourrais juste tasser l'autre par là. Donc, il y a une conjecture dans le domaine des graphes récursifs et ça s'appelle la Strong Twin Conjecture. OK. Qu'est-ce que c'est? Donc, qu'est-ce que c'est un Strong Twin? Donc, j'ai appelé ça juste un jumeau. C'est qu'est-ce qui arrive si on a un graphe et puis on a un autre graphe que je vais appeler H. Et puis G est un sous-graphe induit de H. Donc je ne sais plus si ça implique que c'est induit, le petit truc, mais je veux que ça soit induit. Puis H est aussi un sous-graphe induit de G, mais G n'est pas isomorphe à H. Donc, on a un graphe qui est inclus dans l'autre, puis l'autre est inclus dans notre premier graphe, mais ils ne sont pas pareils. Évidemment, c'est encore des graphes infinis. Et puis, on peut aussi voir que si on a ça, alors on a que G est inclus dans H, qui est inclus dans G. Donc, G est récursif, puis H est récursif aussi. Puis, finalement, la conjecture, c'est que G, pour un certain graphe G a soit infiniment de jumeaux, soit aucun. Donc, c'est ça. Donc, ça veut dire qu'on pourrait trouver une infinité. Si G est jumeau avec H, alors il y a une infinité d'autres graphes qui sont différents par isomorphie à H, qui sont aussi des jumeaux de G. Puis, donc, j'ai pris les noms des gens qui ont travaillé sur ça. Comme ça, j'ai l'air vraiment professionnel. Fait que, ça, c'est Bonato et Tardif qui ont travaillé sur ça. Et puis, qu'est-ce qu'on a comme avancée que moi, j'ai pas faite sur ça? Donc, on sait que la conjecture est vraie pour les graphes sans rayon. Donc, ça, c'est quand même bien. Donc, c'est encore de M. Bonato, etc. Donc, vous le reconnaîtrez peut-être. C'est une des personnes qui a contribué à écrire le livre sur les policiers voleurs, comme le seul livre sur les policiers voleurs. Donc, si vous avez travaillé sur ça, vous avez peut-être utilisé les théorèmes de M. Bonato. Donc, c'est aussi vrai pour les rooted trees, donc les arbres qui ont des racines.
Donc, je sais pas exactement qu'est-ce qu'il y a de très différent avec les arbres qui ont des racines ou pas. C'est des arbres qu'on a désigné un sommet pour être la racine. Donc, c'est ça qu'on utilise en informatique, par exemple. Donc, pour tous les arbres qui ont des racines, c'est vrai. Et ça, c'est Monsieur Tiomkin. Oui. Puis là, maintenant, on pourrait voir un peu qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce qui est rapidement évident sur les jumeaux. En fait, c'est que si tu veux avoir un jumeau, la manière la plus facile, c'est de prendre un graphe récursif, puis prendre un de ces sous-ensembles enlevables, puis à la place d'enlever au complet ce sous-ensemble-là, tu en enlèves juste une partie pour que ça soit plus isomorphe. Donc, bon, je vais l'écrire là. Donc, G a un jumeau si il existe un H enlevable tel que il existe un sous-ensemble non trivial de H. Donc, mettons, comment on dit un sous-ensemble? Mettons U, qui est un sous-ensemble de H non trivial. Et puis U est pas enlevable. Donc, c'est tout ce que ça prend pour avoir un jumeau. Donc, si j'ai G puis que je lui enlève U, alors c'est pas isomorphe à... Donc, G est pas isomorphe à G sans U, mais G est isomorphe à G sans U sans H moins U. Et puis, G sans U est pas isomorphe à G sans U moins H sans U. Donc là, on a que, c'est ça, G et G sans U sont des jumeaux. Puis là, on pourrait aller voir les exemples que j'avais. Par exemple, si je prends l'arbre binaire, je sais que tout ça, c'est un de mes ensembles enlevables. Mais si j'enlève juste ça, ben, je me retrouve avec... Mettons, tout ça, c'est mon ensemble enlevable. Mais si je me retrouve avec... Si j'enlève juste ça, ben, j'ai un arbre binaire qui a un petit morceau de trop en haut. Puis c'est pas isomorphe. Mais ensuite, si j'enlève le petit morceau, je retrouve le graphe que j'avais au début. Puis moi, j'ai fait un autre théorème pour ajouter aux théories sur les jumeaux. Donc, le mien, en fait, j'ai voulu regarder mes catégories de graphes récursifs que j'avais, mes 3 catégories, puis voir est-ce que je peux résoudre la conjecture sur certaines de ces catégories-là. Puis en fait, je l'ai pas mal prouvé pour la 3e catégorie. Puis je suis pas mal sûre que c'est vrai aussi sur la 2e, mais j'ai pas travaillé assez dessus. Mais bon, pour la 3e, j'ai mon théorème. Donc, théorème, les graphes du 3e type. Bon, je vais juste dire de type 3. Ça réfère à mon théorème 0.1 de tantôt. Les graphes de type 3 ont une infinité de jumeaux. Donc, carrément une infinité, c'est pas une infinité ou aucun, c'est juste tout. OK. Puis, comment ça marche? Ben, si je prends, mettons, ce graphe-là,
puis que j'y enlève une composante connexe au complet, au hasard, puis que j'enlève juste ça, ben si c'est juste du type 3, donc quand c'est exclusivement du troisième type, alors ça veut dire que cette composante-là n'était pas enlevable elle-même. Sinon, ça serait du deuxième type. Donc, vu qu'elle n'est pas enlevable, quand je l'enlève, ça me fait un jumeau. Mais aussi, cette composante-là fait partie d'un ensemble qui est enlevable. Donc, pour l'instant, mon ensemble enlevable, c'est juste les petits carrés que j'avais dessinés. C'était mon H. Mais si j'enlève tous ceux qui venaient avant, puis que je décide que mon H, c'est ça, alors ça marche quand même. Oui, là, c'est pas très clair, mais finalement, je prouve qu'il existe toujours, pour chaque composante connexe de ça, il existe un H qui va contenir dans son entièreté la composante. Puis donc, ça veut dire que je peux enlever juste cette composante-là, puis ensuite, j'ai mon jumeau. Ensuite, si j'enlève le reste du H, je retrouve mon graphe de départ. Donc, pour tous les graphes du troisième type, il y a une infinité de jumeaux. Puis, c'est ça. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous voulez que j'élabore sur quelque chose? Ouais? Oui, j'ai une question, mais c'est par rapport à la définition de connexité. Parce qu'il y a plusieurs définitions de connexité, comme celle-là, ça prend pas comme disons les rayons infinis, comme c'est pas connecté à un point infini, mais il y a comme d'autres définitions qui peuvent genre ouais. ça. Ben en fait, j'ai dit cette définition-là peut-être pour les gens qui n'étaient pas habitués au graphe, mais vraiment je parle plus de la définition que tu peux diviser en deux partitions puis il n'y a aucune arête. Ok. Ouais. Donc c'est pas exactement la définition. Non, c'est ça. Ok. Ouais. Mais disons qu'on utilisait cette définition-là, Ouais. est-ce que les résultats resteraient là? Disons qu'on utilise deux définitions différentes, est-ce qu'il y a comme non, moi, le théorème là, c'est spécifiquement pour. C'est plus pour quand tu partitionnes en deux. Ouais. Ouais? Ouais, moi j'ai une question sur les graphes récursifs en général. Ouais? Tu sais, en théorie des ensembles, souvent il va y avoir des paradoxes qui vont être créés comme des ensembles qui se contiennent, l'ensemble des ensembles qui se contiennent pas eux-mêmes. Est-ce qu'il y a des choses dans la théorie des graphes récursifs que genre vous vous abstenez de faire? Le théorème interdit. Oui, genre, y a-t-il des choses qui sont pas autorisées dans les graphes récursifs pour éviter ce genre de paradoxe? Ben, je pense pas. Ouais. Ouais, ben si je peux me permettre, parce que tantôt je m'étais posé la même question quand tu avais présenté l'affaire avec les graphes qui se contiennent eux-mêmes, tout ça. Puis je m'étais demandé si c'était permis ou non, genre avec l'axiome de fondation. Mais après ça, en réfléchissant, je me suis dit, fait que je sais pas si ça répond un peu, mais qu'ici c'était plus contenir en termes de sous-ensemble plutôt qu'en termes de. Parce que c'est sûr qu'en termes un ensemble ne peut pas être élément de lui-même, ça c'est interdit par les axiomes de fondation. Mais sous-ensemble, ça peut très bien être. Ouais, ben c'est des sous-ensembles stricts. C'est ça qui aide ou. Ouais, non, c'est. La question avec logique exclusivement, logique premier ordre, qui vont l'un et l'autre, comme l'espèce de balance entre les deux. Je pose les questions de l'élément quand il y a un ensemble, de sous-ensemble. Ça cause des problèmes, mais peut-être que Serge. Parce qu'on parle pas des graphes dont les points sont des graphes, peut-être là que ça marche. Ouais, c'est ça. Ah, ok. Je pense que c'est là que ça marche. Tu restes dans le même niveau de rappeler les sommets restent des sommets, les graphes restent des graphes, et tu n'intermènes pas les deux. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, on va rester. Donc, malheureusement, c'est Daniel Kuhlmann. De l'été. Quand je peux faire son petit